C'est déjà la 48e édition des Technos, je vous le rappelle, les Technos, c'est l'actualité technologique de la semaine vue par nous, les Technos. Et les technos cette semaine sont d'un côté Sébastien, bonjour Sébastien, et de l'autre Marc, bonjour Marc, pour parler donc nouvelles technologies. Il n'y a pas eu énormément de choses cette semaine, dès le moment où il n'y a pas de keynote Apple, etc. On dit qu'il y a peu de choses, quoique il s'est quand même passé des choses du côté de chez Google. Les plus fins limiers l'auront sans doute remarqué et l'auront noté. Marc, en l'occurrence, l'a noté aussi. On en parle d'ici quelques instants. Mais avant tout ça, bien sûr, le courrier des lecteurs. Je dis le courrier du lecteur en l'occurrence, parce qu'on en a eu un cette semaine. On a eu des messages sympathiques, bravo, continue, etc. On va pas les éplucher, mais via les différentes plateformes, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Vous nous adressez vos messages et vos questions aussi, des fois. C'est le cas, par exemple, ici, c'est le cas de ce message de Richard Bertrand, ou Bertrand Richard, je ne sais pas. Question technique, et ça va être plutôt pour Marc, à mon avis. Est-il possible de mettre deux disques durs simultanément dans un NUC? Certains ont un emplacement 2,5 et SSD M2, mais gèrent-ils les deux en même temps? C'est la question qui est posée. Peux-tu me dépatouiller tout ça, Marc? Alors oui, de toute façon, la réponse est très simple, c'est oui et non. Voilà. On peut passer à autre chose? Non. Alors, pour faire simple, il faut savoir que le BIOS qui est embarqué dans les NUC, surtout les dernières versions, est un BIOS qui fonctionne à deux niveaux. Il peut fonctionner en mode UEFI, c'est-à-dire les BIOS les plus récents, ou il peut fonctionner en mode Legacy, c'est-à-dire les supports des BIOS les plus anciens. En mode Legacy, il verra de toute façon les deux disques, le mSATA et le SATA, mais ne considérera comme disque bootable que le disque SATA. Le disque mSATA sera vu comme périphérique numéro 1, le disque SATA sera vu comme périphérique 0 et donc bootable. Par contre, en UEFI, il n'y a plus d'ordre de périphérique et on peut assigner celui que l'on veut pour le boot. Ça peut être le mSATA, le SATA ou même un disque externe ou une clé USB, n'importe quoi. D'accord. Voilà. Ça peut être même une carte une carte SD, absolument, carte SD, connectée via un petit lecteur USB. Ça marche aussi très bien. Ok, c'est l'occasion de signaler au passage, Marc, qu'on aura l'occasion d'encore parler NUC dans pas longtemps. Je pense que tu vas avoir un NUC à encore à prêter. Alors, c'est un truc de la famille des NUC, effectivement, qui va arriver dans très peu de temps. C'est Shuttle qui nous a prêté de nouveau, merci Sylvain, un tout petit bidule qui fait grosso modo la taille d'un gros boîtier de CD. Donc, direct concurrent des NUC d'Intel. On va l'avoir, on va le tester, on va faire joujou avec comme on a l'habitude de le faire. Et on vous fera un joli petit hors-série. Rien que pour vous. De la taille aussi du Voyo qu'on a déjà testé ici. Un peu plus gros. Peut-être un petit peu plus gros. Un appareil, le Voyo en l'occurrence, chinois, qui a quelques problèmes de déperdition de chaleur, il faut bien le signaler. Donc ce sera aussi l'occasion de tester cette partie-là de la complexité de l'appareil. Je voyais que Sébastien me levait le doigt très scolairement. Oui, j'avais une remarque à la con, c'était juste pour dire que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'avenir dans la famille de NUC, mais ça c'était un autre problème. Merci. Sinon, je voulais juste... On n'en a jamais parlé, mais c'est le moment, parce que l'auditeur pose la question, est-ce qu'on sait utiliser le M2 et SSD en même temps? Est-ce que au moins tout le monde sait ce que c'est du M2? Moi je vois, c'est le format, comment ça s'appelle, enfin moi je sais, c'est un petit format comme ça avec large comme un connecteur. Barre de chocolat quoi. C'est une barre de chocolat, oui. Ah oui, non, voilà, ça va. Non, voilà. Au moins tu sais, parce que c'est pas si évident, et donc le SSD c'est un disque classique, comme on peut entendre. Avec une connectique une connectique classique. Mais c'est une connectique classique SATA, mais tout petit, et le M2 c'est un autre, ça a la taille d'un gros timbre-poste, quoi. Voilà, c'est de la ROM aussi, quoi. C'est un disque. Voilà. Ok, je pense qu'on a bien tout précisé. Pour le coup, notre auditeur, là, il va être content. Si vous aussi, vous avez des questions d'ordre technique, entre nous, n'hésitez pas un seul instant à nous les poser. On essaiera d'y répondre, soit en commentaire directement, si ça n'intéresse pas tout le monde, si ça peut intéresser le plus grand nombre. On en parle ici en ouverture de d'épisode. Traditionnellement, on commence par la lettre A. On va donc commencer par la lettre A. A comme Apple, évidemment. Seb, Samsung se moque, faut le dire, encore un peu de la sortie de l'iPhone. C'est devenu une forme de communication chez Samsung, manifestement.
Ouais, ils font ça chaque fois. On a eu déjà je ne sais combien de pubs chaque année, on a ça. Ouais. Et ici, ils ont fait une action. Bon, c'est pas extrêmement nouveau, exceptionnel, etc. Mais ils continuent dans leur lancée. Et donc, sur le lancement dont on a déjà longuement parlé et des fils pour les Apple Store pour le nouvel iPhone, eh bien, des gars se sont promenés avec des employés Samsung ou des étudiants payés par Samsung avec des calicots, dressés, habillés avec des t-shirts Vive le Galaxy S6, etc., et à distribuer des flyers un peu à tout le monde qui faisait la queue pour acheter le nouvel iPhone. Bon, c'est un peu leur pub classique, propagande et coup de poing. Enfin, c'est un peu bon. Voilà. C'est moyen, je trouve, mais ça correspond à ce qu'ils font comme publicité, quoi. Exactement. Donc c'est un peu, c'est chacun, comme on dit, chacun appréciera. On va dire ça comme ça. Ou pas. C'est bon, reste chez toi, mais on reste à la lettre A pour parler de El Capitan. C'est la nouvelle version de OS X qui est là maintenant disponible. Yep, il est disponible depuis cette nuit, hein. Donc on peut pas encore, j'ai pas testé la bêta, honnêtement, j'avais pas le courage et donc je peux pas encore vous en dire grand chose vu qu'elle vient de se terminer il y a 3 minutes avant avant le début de l'enregistrement de ce podcast. Donc j'ai pas encore pu réellement mettre mes mains dessus, mais ce qui est à savoir déjà, c'est que j'ai un iPad, je suis couillon là. Non, j'ai un MacBook Air, donc c'est pas un truc, c'est un modèle d'il y a quelques années et ça s'est installé dessus. Donc effectivement, à partir de ce post 2008, on peut installer OS X El Capitan parce qu'il n'est pas compatible avec toutes les machines Apple. C'est donc les Mac Mini début 2009, les MacBook Pro après 2007, donc ils sont quand même remontés loin. Des machines qui ont 5-6 ans maximum. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme grosse nouveauté? En fait, il y a le nouveau font. Je ne sais plus comment il s'appelle, Marc s'en souvient très certainement. San Francisco. Oui, San Francisco. Voilà, oui. Il y a surtout le nouveau font, quelques nouveautés au niveau multitâche où on peut maintenant mettre 2 applications maximisées l'une à côté de l'autre, un peu comme on fait sur d'autres OS. Hein, donc c'est des choses comme sur iOS maintenant aussi. Oui, non, mais surtout sur Windows depuis longtemps, mais enfin, soit. Oui. Donc c'est quelques trucs qui sont copiés par-ci par-là, et surtout une grosse amélioration normalement des performances. Et donc pour juger de l'amélioration des performances, il faut un petit peu jouer avec les machines. Là, je peux pas encore vous dire grand-chose. D'accord. Je rappelle au passage, parce que je pense que c'est important pour chacun qui nous écoute, de bien comprendre que nous enregistrons comme toujours, sauf qu'à contraire, le jeudi soir, pour une diffusion, une mise en ligne de ce podcast, dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc si vous nous écoutez lundi, voilà. El Capitan est disponible depuis jeudi, hein, donc voilà, depuis mercredi soir. Oui. Dernière petite info sur El Capitan, vous avez intérêt à avoir de la place parce que il faut la bestiole pèse quand même 6 gigas. Hein, c'est des choses qu'on a déjà reproché à Apple par le passé, la taille de ces mises à jour. Ici, ils se sont lâchés, c'est du 6 gigas. Donc tu as intérêt à avoir un peu de place, un peu de bande passante et de la patience. Et pour l'installation, je me suis pris un message qu'il lui fallait au moins 20 gigas, je pense. Donc j'ai dû faire un petit peu d'espace sur mon disque pour pouvoir arriver à l'installer. Donc il faut un 30 bons gigas disponible, on va dire, pour faire la mise à jour dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est une chose importante aussi. Moi, ce que je vous conseillerais, on en a discuté juste avant de commencer l'enregistrement de ce podcast. Moi, j'ai reçu un tas de notifications de différents éditeurs d'applications diverses et variées auxquelles je suis abonné parce que je les utilise, que ce soit en audio ou en vidéo, et il y a quand même beaucoup d'éditeurs, enfin beaucoup, toute proportion gardée, énormément d'éditeurs qui disent attention, ne faites pas encore la mise à jour parce que nous on n'est pas prêts. Apparemment on a quelques couacs. Je pense, Marc, de ton côté tu l'avais noté également. Moi, j'avais noté surtout que l'utilisation principale de mon MacBook, c'est en station de création musicale. Et donc, j'ai reçu effectivement un mail il y a 2-3 jours de Roland, donc la marque de mon synthé, qui me dit faites pas encore la mise à jour parce que les drivers sont loin d'être au point. Oui, c'est ça. Et puis également au niveau de certains plugins audio, de certains éditeurs de plugins audio connus, là aussi, il y a quelques restrictions, on va dire, pour l'instant. Hein, ça va certainement s'arranger très rapidement, mais on va dire que c'est une mise à jour un petit peu
foutraque pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez. Native Instruments avait effectivement envoyé un mail en début de semaine en disant qu'il mettait les bouchées doubles pour finaliser et fignoler les derniers détails de compatibilité avec El Capitan. Bon, je suppose qu'ils l'auront fait. J'ai pas encore testé, je dois dire. Évidemment, comme toujours, j'ai envie de dire, si c'est votre outil de travail, votre ordinateur à la pomme, avant de faire une mise à jour, quelques mises à jour que ce soit, et même dans tous les cas de figure, que vous ayez un ordinateur Apple ou PC, avant de faire une mise à jour, réfléchissez à deux fois, parce que c'est quand même un outil de travail, donc on va pas faire n'importe quoi non plus. Soyez toutes les garanties d'avoir quelque chose qui fonctionne encore après mise à jour. Je voyais que Sébastien voulait rajouter un truc. Oui, pour une connerie, on a reçu un mail d'Adobe aussi pour dire que Flash n'était toujours pas compatible. Voilà. C'est le côté, c'est Monsieur Blague aujourd'hui, Sébastien. Non, je te fais ton intro pour après. Sébastien qui se tasse sur son siège une fois de plus. Mais c'est pas grave, il va pouvoir se redresser à son parce que je vais passer la parole à Marc pour passer à la lettre A comme Amazon pour le coup. Amazon qui réinvente en quelque sorte le statut d'indépendant. C'est vrai que le statut d'indépendant en Belgique, c'est un statut, mais il existe dans d'autres pays aussi. Et Amazon a trouvé un petit peu un compromis à sa sauce. C'est un peu ça l'idée ou... Je remarque au passage qu'on a encore, excusez-nous, on a encore niqué notre abécédaire en mettant Amazon après Apple. Bon, oui, c'est vrai. Culpa, nostra culpa, etc. Mais bon, soit. Oui, donc là-dessus, Amazon est en train d'essayer alors, c'est pas très clair ce qu'ils veulent faire. Enfin, si, c'est clair ce qu'ils veulent faire, mais la manière dont ils veulent le faire, c'est autre chose. En fait, ils sont en train d'essayer d'uberiser, apprécier le néologisme, leur service de livraison. Comment ? En incitant tout un chacun, vous, moi, Marc, Sébastien, vous, chers auditeurs, à venir livrer Amazon pour eux, donc pour leur compte, contre monnaie saignante et trébuchante. Tout ce qu'il vous faut, c'est une bagnole, c'est plus pratique quand vous avez des gros paquets, et un smartphone. Voilà, à peu de choses près, c'est tout ce qu'on vous demande. Alors, il y a un petit background check qui est fait au cas où vous seriez un vilain djihadiste infiltré et qu'on le saurait, que ça apparaîtrait quelque part. Bon, je déconne, mais il y a un screening qui est fait de 48 heures pour vérifier que vous n'avez pas un casier judiciaire ou de ce genre de choses. Et puis après, à partir du moment où vous êtes dans une zone précise qui est pour l'instant soit Manhattan, Baltimore, Miami, Dallas, Chicago, Austin ou Indianapolis, donc on reste très US-centric, on ne sort pas de là, voilà, vous pouvez donc vous faire entre 15 et 25 $ par heure en livrant des colis pour le compte d'Amazon. Alors ça paraît très bien, c'est de nouveau, il faut avoir 21 ans minimum, bon, ça me paraît logique. Alors c'est très bien, tout ça est coordonné via une application qui s'appelle Flex qui est également le nom du service, Amazon Flex, pour l'instant uniquement sur Android, donc les gens qui ont un iPhone ne pourront pas gagner 25 $ en plus, en même temps ils ont les moyens de payer un iPhone, donc on pense qu'ils n'en ont pas besoin. Et donc voilà, vous avez le droit donc de participer à la grande aventure Amazon, à ceci près que évidemment sécurité sociale, couverture santé, machin, etc. Vous oubliez, vous êtes juste un petit rouage de la grande chaîne et voilà, c'est tout. D'où le néologisme. La réinvention du statut d'indépendant et l'uberisation du. Voilà, parce que c'est pas, ils n'en sont pas les inventeurs, c'est plus même Uber, je pense n'est même pas l'inventeur. Non, effectivement. Mais le principe est là, et c'est ce que permet aujourd'hui les outils connectés tels que les smartphones, etc. C'est justement, de mettre à profit un petit peu tout un chacun, et là il y a peut-être quelque chose à réinventer, il y a des structures à mettre en place, à faire évoluer, ça c'est certain. Je vais passer la parole à Seb, puisque je voyais qu'il levait le doigt depuis un moment. Seb. Oui, alors en fait, c'est vrai que Marc, je vois qu'il se plaint du principe si tu commences à faire que ça. Et donc, si ça devient ton métier principal, d'aller livrer des colis pour Amazon, effectivement, t'es indépendant, t'as plus de sécurité sociale, t'as blablabla, etc. Maintenant, et c'est pas la première société qui le fait, hein, il y avait déjà une société belge qui avait proposé un service équivalent. Si tu peux profiter du fait que quelqu'un passe à côté d'Amazon et qui peut aller
livrer un colis parce que son voisin a commandé quelque chose chez Amazon, je trouve que ça peut être très intéressant d'un point de vue écologique, efficacité, etc. Maintenant, ce sera probablement pas utilisé dans ce sens-là, mais ça pourrait l'être dans une situation idéale si tout le monde passait à côté des entrepôts d'Amazon. Alors non, justement, et là tu le pointes très bien, c'est que la raison principale pour laquelle Amazon est en train de mettre ce système en place, c'est qu'Amazon est en train de pousser très fort son service Prime Now. Service Prime Now permet en fait aux clients une livraison gratuite dans les 2 heures qui suivent la commande, pour autant qu'ils habitent évidemment dans la zone desservie. Et donc ici, le but de cette nouvelle manœuvre, le but de ce programme, c'est surtout d'assurer une permanence au niveau effectif capable de faire la livraison le dimanche. Parce que le type qui commande le dimanche matin et qui veut son livre, son quinoa bio ou je sais pas quoi, puisqu'on trouve vraiment de tout sur Amazon 2 heures plus tard, un dimanche matin, il faut quelqu'un pour le faire. Ouais. Voilà, tout simplement. Ceci dit, moi je reviens toujours à ce que j'avais déjà dit pour Uber et pour tous les services similaires, entre guillemets, c'est qu'il y a quelque chose à réinventer. Il y a certainement des choses à faire évoluer au niveau des structures, etc., pour que ça se fasse dans les règles et que ce ne soit pas que les grosses multinationales qui en profitent et que, voilà, mais je pense que c'est un passage obligé. On va par là, et qu'il y a d'autres métiers qui vont malheureusement, entre guillemets, mourir ou se transformer, muter en quelque sorte. Je pense qu'au début de l'automobile, il y avait un petit bonhomme qui courait devant l'automobile avec un drapeau rouge. Je pense que la société qui défendait les bonhommes avec un petit drapeau rouge, ils ont dû faire du foin au début, mais ils sont plus là aujourd'hui. On en a plus besoin parce que maintenant on est des gros phares. Je voyais encore le doigt de Sébastien se lever. Là, c'était la main carrément. Ah, c'était carrément la main. Non, mais il y a déjà des trucs qui existent chez nous aussi. La Poste fait des expériences sur 2 villes en Belgique pour le moment, où les derniers kilomètres pour les livraisons, par exemple, sont faits par la Poste et plus par les livreurs. Ouais. Donc il y a tout un métier à réinventer au niveau de la livraison, hein, mais il y a certainement moyen de profiter d'une manière ou d'une autre de tous ces gens qui vont au boulot, qui vont voir des amis, qui vont, etc., et qui passent certainement pas loin, pour certains, de l'entrepôt où est votre colis. Donc il y a un moyen d'utiliser ça. C'est du covoiturage organisé en quelque sorte. Hein, C'est du covoiturage autorisé. Oui, c'est du covoiturage si tu veux, mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a cette philosophie qui est très développée du service hyperlocal. Et donc notamment ce que vise également Amazon, c'est la concurrence des petits surfaces de proximité qui ont développé justement déjà tout ce service de livraison hyper personnalisé, hyper local, etc. Et donc il est probable que ce sont ceux-là qui vont souffrir en premier lieu de ce nouveau programme. Bon, c'est pas pour ça qu'on râle, il faudra qu'on y passe un jour ou l'autre. Je pense que voilà, c'est ce qu'on a dit, il faudra que tout ça évolue une fois de plus et que ça va prendre du temps et que si Amazon est là aussi pour faire avancer le schmilblick comme d'autres, bah tant mieux, hein, finalement ça doit juste être un petit peu observé et c'est un petit peu à nous être vigilants aussi sur ces choses-là. Oui. À propos, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas tellement longtemps, Amazon s'est lancé en France d'ailleurs, je pense, sur de la livraison alimentaire. Donc ça se faisait déjà en Allemagne. J'avais commandé, si, je vous assure, de la bière allemande sur Amazon qui a été livrée en Belgique. Toi, de la bière. Non, c'est moi qui l'ai bu. De la bière sans alcool. Elle était bonne d'ailleurs. Voilà, un truc spécial, une bière allemande très spéciale. Et ils font déjà de la bouffe en Allemagne en tout cas. Donc, et maintenant c'est en France. Et tu peux être sûr que si on fait avec de la livraison dans les 2 heures, bah on peut livrer du frais, quoi. Hein. Oui. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. Amazon donc qui réinvente en quelque sorte, on le disait, le statut d'indépendant. C'est une affaire, comme on le disait, à suivre comme tout ce qui est ubérisation. Au-delà de l'aspect purement high-tech de la chose, qui nous intéresse plus évidemment, c'est comment les choses sont faites, si l'application fonctionne bien, etc. Ça c'est plutôt notre domaine, mais bon, c'est au sens large. On en parle aussi dans les technos. On passe à la lettre F. F comme Flash. Tiens, Seb, puisque tu en parlais là tantôt. Flash, Twitch qui enterre Flash après d'autres services de vidéo en ligne. Oui, et toi tu enterres leur nom.
Et en fait, Flash, ça approche tout doucement de la date de péremption. Hein. Il y avait un comic strip il n'y a pas tellement longtemps qui effectivement montrait celui qui devait parier sur quelle technologie il y a quelques années entre Silverlight, Flash ou JavaScript. Et bon, ils sont tous en train de mourir, sauf le JavaScript évidemment. Mais tout le monde n'aurait pas parié sur le JavaScript à l'époque. Et donc Twitch, qui est quand même un service important, évidemment c'est pas un truc que de nouveau on connaît, mais on en a parlé il y a un podcast ou deux, parce que c'est un truc de streaming de jeux vidéo, enfin pas de jeux vidéo, mais de ceux qui jouent sur les jeux vidéo. Hein. Donc, bon, ça, directement c'est pas notre truc, mais il y a quand même 1,7 million de personnes qui diffusent sur Twitch en Flash. Et Flash est parti, maintenant c'est de l'HTML5, donc salut Flash. Encore un gros secteur qui sac Flash. Ce qui était un petit peu attendu, hein. faut le reconnaître, enfin pas de la part de Twitch en particulier, mais de l'ensemble des opérateurs en matière de vidéo utilisant un player Flash à la base. Je pense que tout le monde va par là, enfin c'est la ligne logique. Ceci dit, on enterre Flash, ça reste quand même un bon outil de développement de visuels, de création, de timeline, d'applications visuelles, etc., qui peuvent être encore utilisés dans d'autres domaines. Je pense à la vidéo, par exemple. Il y a certains éditeurs, enfin, fabricants de matériel qui permettent l'affichage dans de la vidéo, qui utilisent Flash, par exemple. Donc là, c'est pas l'aspect web qui est utilisé, mais plutôt l'aspect édition de visuels. Donc voilà, il y a peut-être des choses à transformer de ce côté-là. Encore une affaire à suivre, sans doute. Je ne sais pas ce que Marc en pense. Non, mais comme tu dis, Flash, effectivement, c'est encore un outil qui est pas mal utilisé. Par exemple, et maîtrisé, par exemple, pour les gens qui ont besoin de faire de l'animation, pour les gens qui ont besoin de faire de la compo 2D, mais qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec des softs comme After Effects. Exactement. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et pour ça, il a encore un but. Les gens ont trop souvent tendance à restreindre Flash aux petites vidéos rigolotes, aux petits jeux marrants, aux petits trucs qui bouffent du temps, quand on a 5 minutes à zoner sur Internet. Des infographies animées, par exemple, ça se fait très très facilement. Enfin, facilement, il faut maîtriser l'outil, mais ça se fait assez rapidement sur Flash, sans nécessairement sortir, de l'After Effects ou autre outil beaucoup plus lourd. Voilà. Absolument. Donc voilà, à suivre, comme on le disait, une fois de plus. On retourne chez Seb pour parler de quoi cette fois? De la BBC, qui va faire la même chose en fait. Ils ont un très très bon player, c'est celui-là dont tu parles sans doute. Oui, c'est ça, c'est leur player, le replayer qui effectivement, depuis quelques jours à peine, permet aussi un visionnage en HTML5. Alors ils n'ont pas encore totalement tué Flash, eux ils sont juste en train de commencer à migrer vers de l'HTML5, mais ça ne saurait tarder. Par contre, je ne suis pas à 200% d'accord avec vous sur tout ce qui est utilisation de Flash. Pour moi, Flash avait un certain avantage au niveau de développeur, parce que Flash permettait par exemple d'ouvrir des connexions avec des serveurs sur des ports que tu ne pouvais pas faire normalement en JavaScript. Au niveau animation, j'ai quand même l'impression qu'Adobe a fait pas mal d'améliorations sur ses produits les dernières années pour pouvoir sortir justement en HTML5 ce que tu faisais en Flash. Donc je pense qu'il y a moyen de le faire sans... Mais ici je te parle, en tout cas en ce qui me concerne, alors Marc précisera de son côté, moi en tout cas ce que je tenais à préciser, c'est que c'est des applications fermées sur elles-mêmes en quelque sorte. C'est pas pour rendre l'application publique sur un site web ou en réseau, etc. C'est vraiment à l'intérieur même d'une structure qui est un player vidéo par exemple, qui va afficher le bon titre comme vous l'avez là ici, si ceux qui ont la vidéo, pourrait être animé en Flash par exemple. Mais donc c'est juste d'un point de vue purement technique une animation qui va être utilisée plutôt que d'utiliser de la vidéo, d'utiliser du vectoriel en gros pour l'animer, pour avoir quelque chose de plus léger et surtout d'utiliser un outil qui est très maîtrisé. Marc, précision peut-être? Au niveau de l'animation, effectivement, il ne faut pas oublier que Flash c'est du vectoriel à 100%, même s'il est capable de manipuler du bitmap. À l'inverse justement de JavaScript qui à la base, via des outils comme Edge Animate ou les autres outils qu'Adobe a pu créer,
pour justement remplacer Flash, qui eux manipulent principalement du bitmap avec les contraintes que ça implique au niveau taille, etc. Et où il faut alors commencer à implémenter une couche en WebGL ou bien en Canva supplémentaire pour pouvoir manipuler des objets vectoriels qui ne sont pas forcément reconnus nativement par un truc comme Edge Animate. Donc c'est encore un peu une soupe. Il y a certainement un progrès qui se fait et qui va aboutir à un outil qui sera au niveau HTML5, Canva, Edge et tout ça aussi pointu que Flash l'est aujourd'hui, mais on n'y est pas encore à 100%. C'est ça, et puis l'intégration de Flash dans les outils dont moi je parlais en tout cas est tellement présente. Je pense par exemple à l'affichage de panneaux de score sur des matchs de foot, des petites applications comme ça qui sont créées à la base en Flash et puis après peut-être portées dans After Effects ou peut-être portées dans d'autres applications, mais en tout cas reconnues par des outils de générateurs de caractères en vidéo. Voilà, c'est un exemple d'application, il doit certainement y en avoir d'autres. Si chez vous en avez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et si on a dit une grosse bêtise, on est désolé d'avance. Parce que c'est toujours possible dans la foulée comme ça de... Voilà. Sébastien, tu voulais encore... Oui, non, je voulais dire qu'effectivement pour moi, j'étais restreint au niveau de l'utilisation web dans le browser. Pour moi, dans le browser, Flash bien sûr. fait son temps, il est mort parce que de toute façon, certains ont décidé qu'il était mort, comme toutes les plateformes, comme Apple, tout ce qui est iOS et compagnie, tu n'as plus de Flash, donc tu n'as pas le choix. Tu te prives d'une grosse partie de ton auditorat en ne faisant que du Flash. Par contre, la plupart des fonctionnalités, même si Marc ergote un peu sur ce qui est vectoriel là-dessus, sont possibles en tout cas, même si tu suis un peu avec d'autres outils. Ce qui n'est pas encore le cas de ce qui était possible en Java par exemple. Si on pense au cas belge en particulier où on a la carte d'identité, tu sais y accéder avec un lecteur de carte à puce. En Java, c'est impossible dans une autre technologie aujourd'hui. Et donc, il y a quand même quelques limitations à supprimer Java de nos navigateurs. Et pourtant, Chrome l'a fait ces dernières semaines. Java s'est pris un gros coup dans les dents, Flash aussi, et Java risque de vivre ces derniers mois ou ces dernières années dans le navigateur de la même manière. Mais là, on n'a pas résolu tous les problèmes. Techniquement, il y a des services qui vont plus pouvoir fonctionner sans Java. Tu nous l'avais d'ailleurs toi-même expliqué, Seb, il y a quelques semaines, voire mois de cela, quand tu avais commencé à parler de la fin de Flash. Même Facebook utilise encore quelque part un certain niveau Flash pour le refresh de la timeline, en fait, du mur. Oui, pour les notifications, ils aiment bien Flash parce qu'en fait, Flash te permet de faire du WebSocket sans te préoccuper de la version du navigateur. Du WebSocket, c'est ce qui te permet d'avoir une connexion permanente entre un serveur et ton navigateur pour pouvoir recevoir à la seconde la notification. Alors le WebSocket maintenant existe dans HTML5 et donc si tu prends un dernier Firefox, un dernier Safari, un dernier Chrome, tout ça fonctionne d'enfer. Mais si tu prends un vieil Internet Explorer, ton WebSocket profond. Donc certains sites ont quand même encore tendance à utiliser Flash pour le WebSocket sans se poser de questions pour tout le monde, et d'autres utilisent des librairies en JavaScript qui disent ok, si tu as telle version on le fait en JS et sinon on fait un fallback vers du Flash. D'accord. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question Flash, ou pas Flash, mais Flash à terme mort, manifestement, tout le monde semble être d'accord là-dessus. On passe à la lettre G, G comme Google. Ah bah oui, il y avait des annonces Google cette semaine, suivies de très loin par Marc, à distance et dans le temps, en différé, on va dire. Tu as scruté, Marc, les différents comptes rendus que d'autres n'ont pas manqué de faire. Tu en as tiré quelques conclusions. On commence peut-être par le Nexus, c'est l'emblème, c'est le porte-drapeau de la marque en termes de hardware, c'est le porte-drapeau de la marque Google, le Nexus 5X, c'est ça ? Non. En fait, cette fois-ci, Google a un peu fait la surprise en sortant non pas un Nexus, donc on rappelle le Nexus chez Google, c'est le téléphone idéal tel que conçu par les ingénieurs Google, tel que rêvé par les ingénieurs Google, et qui accompagne généralement les nouvelles moutures d'Android. C'est la vitrine, ici, quoi. Voilà, c'est la vitrine, tu peux considérer ça comme ça, et donc ici, il accompagnera la sortie officielle du nouvel Android, qui est la version 6 Marshmallow, et donc cette fois-ci, Google a un peu pris les gens par surprise, façon de parler, parce que tout est fouillé sur le web comme d'habitude, mais en sortant non pas un Nexus, mais deux. Alors le premier, un plus moyenne gamme, qui est le 5X, qui vient en fait prendre la relève du Nexus 5, qui était un excellent téléphone, et alors un 6P,
Me demandez pas à quoi correspondent les lettres. Je sais qu'il y a eu une discussion entre les deux ingénieurs de chez Google et justement le responsable du programme Nexus et des internautes, et ils ont expliqué pourquoi le X et pourquoi le P. Enfin bon, soit. Je crois que le X veut dire au cœur de Google et le P pour performance ou un truc du style. Enfin soit. Ouais. Toujours est-il qu'on a deux téléphones qui sont relativement semblables, mis à part quelques petits détails. Par exemple, le 5X a une taille d'écran de 5,2 pouces, le 6P a une résolution de 5,16, à une taille de 5,7 pouces. Les deux sont protégés par du Gorilla Glass. Le 5X a un processeur Hexacore. Le 6P a un processeur Octocore. Voilà, ce sont des petites nuances comme ça. Ils embarquent exactement la même optique au niveau de la caméra. C'est un capteur Sony avec une résolution de 12,3 mégapixels. La seule différence, c'est que le 6P embarque un système de stabilisation optique en plus. Le 5X a 2 Go de RAM, est disponible en 16 ou 32 Go de mémoire vive, mémoire de stockage, pardon. Le 6P a 3 Go et embarque, lui, de 32, 64 ou 128. Les prix sont un peu différents, évidemment, forcément. Le 5X, alors là, c'est là qu'on va commencer à se fâcher. Le 5X commence à $379. Ouais. Chez nous, ça va faire 479 €. On cherche toujours pourquoi, parce que franchement, c'est pas clair. Et le 6P, lui, va commencer à $519. Chez nous, ça fera 649 €. D'accord. Voilà. Alors, on se demande toujours pourquoi. Donc, je l'ai dit, parce que les taux de change sont plutôt en faveur d'un mouvement inverse. Alors, l'autre nouveauté, c'est que Google s'est associé avec un constructeur avec lequel il n'avait jamais travaillé. Donc, le 5X est construit par LG. Continuité avec le 5 oblige. Par contre, pour le 6P, ils se sont associés à Huawei, qui est un constructeur qui monte, pour l'instant un constructeur chinois qui monte, et de l'avis des gens qui ont déjà eu l'occasion de manipuler la bébête, la qualité de fabrication est assez exceptionnelle, ce qui tendrait à confirmer le positionnement de Huawei comme un constructeur de mobile plutôt haut de gamme. Alors à côté de ça, il y a deux autres petits bidules qui ont assez flatté mon œil. Le premier, c'est une nouvelle Chromecast. Oui. Moi, je suis un utilisateur fan de Chromecast, ce petit bitonio qu'on retrouve, qui est grosso modo une clé HDMI qui permet de streamer le contenu de votre téléphone ou de votre tablette Android, et même dans certains cas de votre iPad ou de votre iPhone vers une télé. Et là, en fait, ils ont résolu un problème qui était crucial avec l'ancienne Chromecast, qui était l'obligation de passer d'application en application pour pouvoir trouver quoi streamer. Vous alliez dans Netflix, vous aviez de quoi streamer, vous alliez dans YouTube, et il fallait comme ça passer d'une application à l'autre. Alors, autre chose qu'ils ont, donc ça, dans la nouvelle application qui accompagne la Chromecast, qui évidemment ne sera compatible qu'avec les nouvelles Chromecast, faut pas rigoler non plus, l'application fait office de hub et vous indique automatiquement, agrège si vous voulez, tous les contenus qui sont streamables en fonction des applications qui sont installées sur votre smartphone. D'accord. Et vous indique les applications à installer si vous voulez d'autres types de contenus. Et donc, on ne perd plus son temps à chercher ce qu'on veut regarder. Autre chose qui est assez sympa, ils ont amélioré la réception Wi-Fi en mettant non plus une mais 3 antennes. Et aussi, ce que j'adore, c'est que le connecteur HDMI n'est plus solidaire de la clé, ce qui posait parfois problème quand on avait l'arrière du panneau de connecteur qui était un peu encombré. Là, ils ont juste un petit câble tout fin et le truc pendouille. C'est ça, ouais. Et donc, en fait, voilà, ça prend pas de place, c'est pratique et tout. Et petit cocorico, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais les couleurs sont les couleurs du drapeau belge. Ou allemand. Voilà. Ou allemand. Enfin, eux appellent ça black, coral ou encore je sais pas quoi. Ceci dit, tu nous as dit, ce sont 2 nouveaux Chromecast en fait qu'ils ont proposés. Égal, oui, parce que la deuxième, et ça c'était quelque chose que personne n'attendait, ils ont sorti une Chromecast audio, qui est grosso modo un petit récepteur Bluetooth, voilà, Chromecast, doté d'un port jack qui lui se connecte sur à peu près ce que vous voulez. Donc de vous jack, vous sortez en jack, vous sortez en kinch, vous pouvez même sortir en XLR avec un convertisseur. Et puis après, voilà, vous avez tout un écosystème qui est déjà prêt. Alors il se murmure, je ne sais pas si c'est vrai que Google aurait même approché Apple pour pouvoir streamer Apple Music sur le nouvel truc. En attendant, tous les majors du moment, de Spotify, Deezer, etc., ils sont. Je ne sais pas si Tidal y est, je ne sais pas si Tidal existe toujours, mais enfin soit. Donc, ils y sont tous. Et alors, les deux
Chromecast, donc la Chromecast vidéo 2 et la Chromecast audio, sont disponibles par contre déjà à partir d'aujourd'hui sur le nouveau Google Store qui remplace pour tout ce qui est appareil, hardware, etc. la section qui était dédiée sur Google Play Store. Donc ils ont maintenant une nouvelle URL store.google.com et elles sont disponibles aujourd'hui au même prix que l'ancienne, à savoir $35, ce qui fera chez nous 35 €. C'est pas cher, évidemment. C'est pas cher pour un bidule pareil. Par contre, je reviens un petit peu en arrière pour le 5X et le 6P. On n'a pas encore de date de sortie précise chez nous. On sait qu'au States, ça va sortir, ça va être disponible à partir du 9 octobre. C'est déjà en précommande sur le site US, auquel, je rappelle, sur lequel on peut parfaitement faire ces achats à partir du moment où vous disposez d'une connexion avec un VPN et que vous utilisez un système comme MyOS pour vous le faire livrer, les frais de douane en plus évidemment. En France et au Royaume-Uni, les bidules seront disponibles normalement à partir du 2 novembre, si je ne me trompe pas, mais pour la Belgique, on n'a encore rien. À noter quand même que malgré que l'annonce de Google que les trucs allaient être vendus uniquement en ligne, il y a notre revendeur préféré à Seb et à moi qui est Coolblue, qui le propose déjà en précommande, mais sans date de livraison. Et au tarif, donc on a dit, ça monte quand même jusqu'à 679 pour le modèle haut de gamme. Ça fait un peu mal pour un téléphone qui est censé être une vitrine. On va parler des autres nouveautés Google, mais on va te laisser prendre ta respiration. Marc, pour laisser Sébastien faire quelques commentaires. Oui, alors je voulais juste, pendant qu'il était en train d'en parler, le Chromecast audio, je regardais sur le store Google. Effectivement, tu peux l'acheter jusqu'à quand tu arrives à la dernière page, on te dit, bon, c'est pas disponible. Donc ça va arriver, mais c'est encore loin d'être disponible pour le moment. Ça c'est un point. Alors le Chromecast audio, j'avais vu aussi, je trouvais ça assez sympathique. Par contre le nouveau Chromecast, je suis désolé les gars si je fais un peu réac, mais ok super, on a mis un petit câble qui pendouille, mais en dehors de ça, c'est la même résolution. On a changé de soft, ok, mais on aurait pu faire un update sur l'ancienne Chromecast. Je suis pas sur le cul, c'est génial, c'est une nouvelle Chromecast quoi. Ils ont changé de version, ils ont fait quelques petites modifs, mais les petites modifs qui majoritairement software, c'est en dehors de ça. C'est le même prix. Je suis assez circonspect. C'est pareil pour les Nexus, je ne vois pas non plus un grand nouveau wow dessus, ni sur le 5X ni sur le 6. Bon, je suis un peu. Ça, Marc l'avait déjà dit par le passé. Au niveau téléphone, on est plus dans des évolutions maintenant qu'une révolution. C'est de toute façon. Là, il y a pas que ce soit fait sur le Chromecast aussi, alors que c'était juste une deuxième version. Non, mais c'est l'effet d'annonce, effectivement, c'est un nouvel appareil, c'est patati patata, on connaît tous la musique, c'est pas la question. Il se trouve que c'est le même prix que l'ancien, j'imagine qu'il va être supprimé, enfin, je veux dire, il n'a plus aucune raison d'exister. Donc c'est effectivement là aussi une évolution, avec quelques petites améliorations, telles que celles dont Marc a parlé. On peut pas parler vraiment, ils n'ont pas créé, enfin, j'ai pas l'impression qu'ils ont créé Cocorico, on a trouvé le truc universel, fantastique, etc. Non, ici, c'est pas This is a Revolution, pas du tout. C'est simplement, on vous présente les nouveaux appareils, on vous présente notre nouvelle gamme. C'est ce que ça veut dire. Ce que vous voulez avec. J'entends, mais ce qui, moi, me fait chier là-dedans, c'est que c'est super, ils mettent une nouvelle version sur le nouveau Chromecast. L'ancien Chromecast qui équipe déjà des millions de foyers, probablement, parce que tout le monde a... Le truc coûtait 3 fois rien. L'update, tu peux attendre. Attends, c'est pas encore dit. S'il y a une pression suffisante, ils le feront peut-être. Et puis, fais confiance aux petits gars de XDA. Ils vont te trouver un moyen de te mettre... voilà. C'est pas tout le monde, quoi. C'est pas monsieur et madame tout le monde. Non, ça, c'est clair. Bon, soit, passons, mais c'est vrai que ça reste quand même un appareil qui reste pas cher, intéressant, qui rend des services, etc. J'y pense maintenant, parce qu'en Belgique, je le dis pour nos amis français, on a reçu, enfin, en tout cas, chez l'opérateur Proximus, ex-Belgacom, ils ont sorti une boîte, je sais pas si vous avez vu ça, les garçons, qui permet de regarder ces vidéos et faire des soirées d'IA, des soirées diapo à la télé, voilà, et qui se branchent entre la box de l'opérateur et sa télévision, pour combien le prix d'une Apple TV, je crois. Oui, non, je me demande si on était pas loin de 100 €. Voilà. Donc, 199 149, il me semble avoir vu passer. Peut-être. Mais... Donc voilà. C'était du vol. Désolé, Proximus, mais c'était du vol. Voilà. Et encore une fois, pendant les dents de ceux qui ont dit que c'était bien. Et ils sont quelques-uns. Mais ils ont dû la recevoir, à mon avis, la boîte. C'est pas autre... Non, mais je t'avoue que j'ai relu plusieurs fois la description. Ah oui, moi aussi, j'ai eu du mal. Ça servait. Je me suis dit, c'est pas possible. Et donc là, du coup, revenons à nos moutons. Le truc de Google, c'est génial.
Non, mais le truc audio, par contre, c'est génial. Mais c'est utile, évidemment. C'est couillon, c'est pas cher. Et alors, je prends l'exemple. Au moment où j'ai vu la news, je viens de voir le truc, je cherche le prix. Je connais une personne dans mon entourage à qui je peux l'acheter tout de suite pour le mettre. Ma femme désespère depuis qu'elle a la bagnole pour pouvoir écouter la musique de son GSM sur son autoradio. Ouais. Elle sait pas le streamer en Bluetooth parce que la bagnole ne veut pas, et donc t'as un jack qui va de l'un à l'autre. Voilà. Et ça la fait chier. Ben voilà. Et donc, il y a des choses comme ça. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? On continue, peut-être, dans Google, Marc, oui, parce que il y a aussi des tablettes. Là aussi, une tablette. Attention, pas révolution. Non, pas révolution, mais une belle bête quand même. Un beau cas d'école en matière de configuration. C'est une tablette, alors c'est pas Nexus, ça s'appelle la Pixel C. Donc on sort complètement de la gamme alors ça se positionne clairement comme du haut de gamme par les spécifications. Donc c'est animé par un Tegra X1, gros machin bien costaud avec un GPU à 256 cœurs, un processeur qui en remonte largement aux octocœurs qu'on trouve chez Samsung, etc. par exemple. Ce sera livré avec Android 6.0 évidemment. Par contre, ce sera aussi livré avec un clavier. Et donc, la concurrence directe ici, c'est grosso modo soit le dernier iMac ultra léger, soit la Surface. D'accord. Voilà, c'est un petit truc assez sympa à suivre. Ça a l'air sympa, donc voilà, on verra. Par contre, le prix risque d'être sympa aussi parce que le positionnement, à mon avis, de base, avec le clavier, si on veut en faire un ultrabook, donc un truc comparable à la Surface ou à l'iMac, ça risque quand même de friser les 900 boules. Ok. Voilà. J'ai bien compris, c'est le Tegra X1 ou le K1 ? Le X1. Ok, parce que le K1 c'est celui qui embarque la Shield, et ça c'est le monstre toute catégorie. Non, justement, le K1 était la première version qu'avait sorti Nvidia sur ses Shields portables et sur sa tablette, et le X1 est celui sur la console, donc c'est un truc, une bête de combat, mais qui doit consommer un petit peu quand même. Ça consomme un petit peu, mais au niveau performance, ça l'annonce quand même 2 fois plus performante que ce qui est actuellement embarqué dans un iPad Air 2, qui est en matière de tablette la référence aujourd'hui en matière de performance graphique. Et tout ça, c'est un truc qui dépote. Hein. C'est une console qui sort de la 4K. Hein. Voilà. Ouais. Donc encore une affaire à suivre. Évidemment, on a vu le prix aussi. Exact. Donc voilà. On va conclure parce que tout ça, il faut bien le dire, fonctionne sous une nouvelle version d'Android. Tu l'as cité à plusieurs reprises. Marshmallow, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On va pas en dire grand-chose parce que finalement, il n'y a pas encore grand monde qui l'a vu, à part ceux qui ont eu l'occasion de jouer avec en bêta, ce qui n'est pas notre cas, donc on le dit franchement. On en fera un test dès qu'il sera disponible, ou si on arrive par un moyen ou un autre à se mettre la main sur un Nexus, un des nouveaux, je ne sais pas encore, je promets rien. Par contre, il y a un truc qui a l'air assez sympa sur Marshmallow qui s'appelle le OnTap. Et qui en fait consiste n'importe où, quel que soit le contexte dans lequel vous utilisez votre appareil, tablette ou smartphone, quelle que soit l'application dans laquelle vous êtes, vous allez maintenir le bouton d'accueil et vous allez activer Google Now. Mais au lieu d'activer Google Now, vous allez activer un mode spécial qui s'appelle le OnTap et qui va aller récupérer des informations contextuelles, précises, adaptées à la situation dans laquelle vous êtes. Exemple, vous êtes en train d'avoir une conversation par SMS avec un pote pour décider à quel resto vous allez manger ce soir. Lui propose un nom de resto. Vous activez OnTap, le système va automatiquement reconnaître que vous parlez de restaurant. Il va aller récupérer l'adresse, les notes et tout ce qu'il peut trouver sur Google, évidemment, à propos du restaurant. Même chose avec des cartes, même chose avec des programmes de films, même chose avec tout ce que vous pouvez imaginer qui intervient dans le contexte de ce que vous traitez avec votre smartphone. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Oui, effectivement, c'est une fort bonne idée, Seb. Oui, est-ce que le OnTap peut être lié avec le produit d'Amazon ? Imagine, il détecte que tu es à la toilette, mais il n'y a plus de papier, et dans les 2 heures, tu t'emmènes ton nouveau papier. Eh bien, si tu as été assez intelligent, tu as mis à côté de ta boîte à papier, ou là où tu gardes ton papier toilette, tu as mis le petit dongle d'Amazon, où il suffit d'appuyer pour que le commande arrive tout de suite. Voilà, c'est une autre option. La maison connectée, c'est magnifique. J'ai une zinzin, mes amis, complètement ma boule, pour le coup. Je pense à ça, j'attends avec
impatience qu'un jour, un artiste en concert, mais vraiment devant un parterre du monde, quoi. Vous voyez, genre un stade, dise dans son micro « Ok Google ». Vous voyez le genre de truc où tout d'un coup tous les smartphones se réveillent, en tout cas tous les Android se réveillent, parce que déjà vous êtes avec des potes en voiture, vous dites OK Google parce que vous cherchez le chemin, vous entendez derrière le passager, le conducteur, ting dong, ting dong, ting dong, tout qui se déclenche. Alors vous imaginez dans une salle de concert, ça peut le faire à mon avis. Seb, on parle de la Shield. Bah oui, tu en as parlé déjà, tu l'as déjà testé, tu l'avais fait importer pour toi, juste pour toi. Ils se sont dit tiens, il y a un marché. Du coup, ils l'importent finalement en Europe, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça y est, c'est prévu pour l'Europe et la France avec des partenariats en France pour avec des trucs assez connus comme Canal Play, Arte, Zatou, machin. Il y a plein de trucs. Donc vous pouvez regarder parce que vous pouvez regarder la télé en streamant dessus. Il y a pas mal de chaînes, certaines légales, d'autres un peu moins légales, mais qui vous permettent de regarder la télé. En tout cas, nous, Marc n'a pas pu résister, en l'occurrence. Il a succombé au chat. J'en ai pris une aussi. Voilà. Ça, c'était évident. Comment ils se polluent l'un l'autre. Et il y a encore d'autres trucs qu'il va pouvoir vous tester, qu'il a aussi succombé. Et donc, non, sérieusement, elle débarque maintenant en Europe, donc ça c'est top. Et en même temps qu'elle débarque en Europe, ils ont décidé de... Alors, je vous avais expliqué, donc qu'on pouvait jouer sur le grid. Donc, le grid, c'était les serveurs de Nvidia, et vous faites juste que streamer la vidéo de ce que vous êtes en train de jouer. Mais ça fonctionne admirablement bien tant que vous avez une bonne connexion. Donc, tant que vous avez une bonne connexion, j'insiste. Mais ce grid, je ne savais pas à l'époque si ça allait devenir ou non payant, parce que c'était totalement gratuit et on ne savait pas trop quoi. Et donc ce grid a été renommé maintenant en GeForce Now. Ils ont profité de tous ces early adopters pour tester leur réseau. Maintenant c'est le GeForce Now, enfin c'est un truc qu'ils testent depuis 2012. Et à partir de janvier de l'année prochaine, ça coûtera quelque chose comme 9,99€ par mois pour jouer à tous les jeux. En réseau. Dispo là-dessus. Donc ils veulent se positionner comme le Netflix du jeu vidéo, si on veut, ou le truc comme ça, ou le Google Play. Donc moi je trouve ça pas mal. C'est cher, mais par rapport à un jeu vidéo, c'est pour celui qui achète 2 jeux par an, il a tous les jeux. Ah oui, c'est ça. Mais en même temps, 9,99€ par mois. Donc vous me direz, les jeux vidéo sont chers. Oui, c'est vrai. Ça peut le faire. Oui, pourquoi pas. Oui, ça peut le faire. T'as pas le tout dernier, mais maintenant ils travaillent avec les éditeurs. Du côté de LG, et on termine avec ça pour la lettre G comme Google, du côté de LG, ils ont aussi une proposition. Là, c'est au sujet des montres, les fameuses Watch Urban 2. C'est ça. Alors, je suis étonné que Marc ne l'avait pas épinglé parce que il est tout récent dans le milieu des montres Android, on va dire. Il craque. Donc, il est en train de craquer. Il a craqué. Et pas que son pantalon. Et donc... Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça, on fait du vélo. Donc... Avançons, oui, parce que là, voilà, il y a un blanc. Ils ont sorti la deuxième... La deuxième édition de la LG Watch Urban. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors je dirais, c'est super, c'est une autre montre, elle est ronde, elle est machin, il y a des bracelets de couleurs, si vous voyez à l'image, elle est bleue, elle est blanche, elle est noire, c'est super. On s'en fout complètement. Ce qui est très intéressant, c'est que on a un écran qui est enfin un petit peu plus grand en résolution. On est passé de 1 pouce 38 et en 480 pour 480. 480, ça commence à devenir une résolution sympathique. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des écrans en 640 480. Pour nos PC, on s'en souvient encore, donc ça commence à devenir sympa. Et ce qui est encore beaucoup plus sympa, c'est que maintenant il y a un baffle, un micro et un accès LTE. Et donc, avec cette petite montre, vous pouvez téléphoner sans GSM. Comme l'autre monde dont on avait parlé la semaine dernière, une marque totalement inconnue. Ici maintenant, c'est officiel, ça attaque sur du LG avec le GPS intégré pour pouvoir courir. Enfin, tout est dessus, quoi. On est bon là. On n'a plus besoin du smartphone, tout est dans la montre, quoi. C'est ça. Et en tout cas, c'est ce qu'ils montrent dans les vidéos de démo, de pub. La seule chose qu'on ne sait pas encore, c'est malheureusement le prix et la disponibilité. C'est pour le moment, vous avez vu, on a su le faire. Ça va arriver probablement assez vite, mais on ne sait pas quand.
D'accord. On va accélérer un tout petit peu, si vous permettez, mes petits camarades, et passer la lettre M comme marre d'attendre, tout en continuant à parler de smartphone. Marre d'attendre, par exemple, le OnePlus 2, le nouveau venu chez OnePlus. Est-ce qu'il ne serait pas en train de rater un virage marketing intéressant qui était vraiment l'émulation créée par le One et l'attente du tout, Marc? Oui, c'est un petit coup de gueule en forme de réflexion. Effectivement, bon, j'ai eu quelques mésaventures avec mon OnePlus. Il a décidé de se faire harakiri, puis on l'a ressuscité à coup d'électrochoc, un gros downgrade. Enfin bon, toujours est-il que je suis à la recherche de mon prochain téléphone et je pensais m'orienter vers le OnePlus 2, ayant été quand même jusqu'à maintenant très satisfait du OnePlus. Et je me rends compte que les effets d'annonce qui avaient eu lieu au moment du lancement, comme quoi ils avaient complètement revu leur système d'invitation, qu'il serait 30 à 50 fois plus facile d'obtenir une invitation, que les délais seraient beaucoup plus courts, que les stocks seraient beaucoup plus approvisionnés, etc. Mais grosso modo, c'était du vent, à quel point que un des fondateurs de OnePlus s'est excusé publiquement en disant on a de nouveau merdé complètement les choses. Ouais. Alors la première réflexion que ça amène chez moi, c'est que lorsque OnePlus a présenté le tout, ils ont commencé par dire qu'ils avaient ici le flagship killer de 2015. Ok, on veut bien le croire, c'est une belle bête, même s'il y a des trucs qui sont un peu questionnables, comme l'absence de wireless charging ou même simplement de quick charge, soit. Mais par contre, ils ont dit c'est aussi le flagship killer de 2016. Or, au rythme où le truc est en train de rater sa mise sur le marché, du temps qu'il soit sur le marché, et Samsung et Apple et les autres auront fait tout ce qu'il faut pour que ce truc soit au mieux un téléphone moyen de gamme, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Samsung l'annonce la semaine passée voulait que le prochain soit annoncé non pas à Barcelona Congress un peu plus tard, février-mars, mais directement début de l'année en janvier. D'accord. Ouais. Donc au CE, non pas CES, en janvier, il y a un autre événement Si, c'est le CES, non c'est le CES, oui, je pense, me semble-t-il, effectivement. Donc tout ça bouge beaucoup, ça on s'en rend bien compte. Moi j'ai reçu une invitation, mais c'est parce que je suis client du One. C'est très particulier, ils ont commencé à relancer les déjà clients en disant ben voilà, vous avez... et c'était nominatif avec un code, machin, etc. C'était lié juste à mon compte. Et je pense qu'on est quelques-uns à l'avoir reçu, mais c'était pas une promesse d'être livré tout de suite non plus. C'était pour passer commande. Ah non. C'était pour passer commande. Voilà, donc... Et de nouveau, toutes les personnes qui ont acheté un One, puisque moi j'en suis, n'ont pas reçu encore cette fameuse invitation. Ouais. Ceci dit, le One était tellement en avance que le temps qu'il a fallu pour qu'on se fasse livrer, etc., ça reste un bon appareil, même encore aujourd'hui, hein, il reste encore très compétitif, surtout au prix auquel il est proposé, versus le Nexus dont tu nous as parlé, voire plus haut, quoi. Exact. Donc ça reste quand même de fort bons appareils. Donc c'est une affaire à suivre. On espère que les choses vont se débloquer assez rapidement et que l'approvisionnement va vite permettre de débloquer justement toutes ces offres, toute cette offre, on va dire, OnePlus 2. J'ai cru voir le doigt se lever chez Seb, mais il le lève tellement souvent que... Non, pas cette fois-ci, effectivement. On reste à la lettre M, M comme musique, pour parler par exemple de cette petite application qui s'appelle iReal Pro, qui accompagne en quelque sorte les impros du musicien, mais sur iOS, quoi. Sur iOS, sur Android, sur Mac, donc sous OS X. Alors, c'est pas nouveau, iReal. À l'époque, ça s'appelle iReal Book, ça a quelques années déjà. C'est devenu iReal Pro depuis quelques années aussi. Je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est le prof de guitare de mon fils qui m'a fait découvrir ça. Donc, guitariste de jazz, et qui, pour permettre à mon gamin de pratiquer en toute sérénité les grilles d'accords et les grilles d'impro qu'il lui a données, lui a fourgué cette petite application, bon, qui est payante, donc papa a dû mettre la main à la poche, mais c'est pas très cher, c'est une dizaine d'euros. Pour installer ça sur son iPad. Ouais. Alors, iReal Pro, c'est quoi ? C'est une petite application qui va vous permettre d'aligner, donc vous devez être un minimum musicien quand même, des grilles d'accords. Selon la métrique que vous voulez, selon la rythmique que vous voulez, selon la transposition que vous voulez, selon la signature que vous voulez. Donc tout ça sont des termes qui vont parler aux plus musiciens d'entre vous. Et donc simplement, vous alignez vos accords, vous alignez vos séquences d'accords en utilisant la notation internationale, donc A, B, C, D, E, F, et avec toutes les variations possibles. Le truc est capable d'enchaîner avec le même bonheur des septièmes diminués, des 13e augmentés, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a une bibliothèque d'accords assez colossale.
Il y a une quarantaine de rythmes de base, il y a des instruments d'accompagnement. Comme tu me le faisais remarquer, c'est un truc qui est assez similaire à ce qui existait à la belle époque, mais qui existe toujours, qui s'appelait Band in a Box, qui est un truc assez fabuleux pour faire des accompagnements. Alors, de base, c'est limité dans la mesure où vous avez effectivement une cinquantaine de styles sur lesquels vous pouvez travailler. Vous pouvez faire vos propres styles aussi, les enregistrer. Mais il y a une partie communauté où l'application peut se brancher directement sur le forum de l'éditeur, et là, il va aller récupérer des bibliothèques qui sont soit mises à disposition par l'éditeur, soit des bibliothèques qui sont créées par la communauté et mises à disposition des autres. Et donc, par exemple, en 2-3 clics, j'ai été capable de récupérer à peu près 1300 standards de jazz et de les installer tout à fait gratuitement sur l'iPad du gamin. Voilà. C'est un truc qui est assez sympa. La qualité des sons, étonnamment, est extrêmement correcte. Les sons de guitare, les sons de piano, les sons de basse sont assez fidèles. Je reviens à Band in the Box 2 secondes. Si je me rappelle bien, c'était une application sous PC et qui était un déclencheur MIDI en fait. Il fallait un synthé derrière pour le faire fonctionner. Il n'y avait pas de son qui en sortait. Il fonctionnait des deux manières. Après, effectivement, il y avait moyen de passer par un synthé logiciel pour justement rerouter la sortie. Mais effectivement, il se composait vraiment, il se présentait vraiment comme un arrangeur intégré à un PC. Ce qui n'est pas le cas ici. Vous n'allez pas pouvoir connecter un synthé dessus et commencer à improviser. Non, ici, vous définissez votre grille d'accords, vous le lancez, vous déterminez le tempo, le nombre de répétitions, et puis vous y allez jalousement à la guitare, au clavier, etc. iReal Pro. Y arriver. C'est une chouette petite appli, pas très chère, et qui, si vous êtes musicos, ça va vous permettre d'être un petit peu mieux habillé, enfin, d'avoir un petit peu, c'est un peu motivant, quoi. Mieux habillé, on va dire. Et alors, dernière petite cerise sur le gâteau qui est assez sympa, c'est qu'il y a moyen d'exporter vos créations également au format Music XML, qui est un standard dans le monde de la MAO, musique assistée par ordinateur, et donc de le récupérer après sous un éditeur de partition, sur un séquenceur, sur un DAW, voilà. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Super, belle découverte, effectivement, ça valait la peine d'en parler. On va passer à la lettre S, on va encore accélérer un petit peu plus, mais avant de parler de S comme social, moi je voulais juste faire une toute petite parenthèse par rapport à un autre S comme sorcier. Vous vous rappelez de C'est pas sorcier, l'émission qui passait sur France 3, qui a donné plein d'envie et plein sans doute de motivation aussi aux plus jeunes pour se lancer dans des études scientifiques ou techniques et autres. Eh bien, sachez que son rédacteur en chef, qui est rien d'autre que Fred et Jamy, Fred c'était le rédacteur en chef, vient de lance cette semaine Esprit Sorcier, qui est un site web qui reprend en gros le même style de mise en place que C'est pas sorcier, mais avec une écriture purement web pour le coup. Ils avaient lancé un financement participatif via Kiss Kiss Bang Bang. Ils avaient besoin de 50 000 € pour démarrer. Ils ont décroché 125 000 €. Donc l'affaire semble bien partie. Et donc Esprit Sorcier, vous pouvez les suivre sur Twitter pour le lancement du site prochainement, parce que c'est pas encore en ligne. Ce sera en ligne le 7 octobre si je ne m'abuse. Esprit Sorcier. Et là, vous aurez toutes les informations. C'est un petit peu soutenu aussi par TV5 Monde et autres, mais c'est indépendant. Donc voilà, je voulais juste faire la petite parenthèse parce que je pense que ça va intéresser plein de gens et qui ont bien aimé C'est pas sorcier, qui trouvaient ça sympa. Là, il y a possibilité comme ça de continuer l'expérience. S comme social, je vous le disais, et je repasse la parole à Marc pour parler de Facebook. Facebook qui était de nouveau en panne, mon bon. Ah oui, justement, c'est traumatisant. Il y a des gens qui ont été obligés de faire des choses autres que sur Facebook. Par exemple, faire des enfants. C'est monstrueux, t'imagines pas le... Oui, ça aussi, ça peut être vrai. Ça limite un peu. Enfin, donc voilà, c'est une non-actualité comme d'habitude. On aime bien en glisser de temps en temps. Facebook était down début de cette semaine, lundi soir. Donc pendant 40 à 45 minutes. Voilà, ça c'est de l'info. La seule info en fait derrière ça, c'est que depuis quelque temps, ça arrive souvent ce genre de panne. Et surtout dans l'obscurité, enfin dans l'hermétisme le plus complet de la part de Facebook, qui se limite simplement à dire oui, nous avons eu un problème de configuration, ne vous inquiétez pas, entre parenthèses, fais pas chier connard, point, voilà, grosso modo c'est ça. Donc voilà, c'est totalement opaque, on sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'on s'en préoccupe? Non, moi personnellement je m'en fous un peu, ça me permet de retourner sur un bon bouquin. Voilà. Oui, par exemple. Moi tout ce que j'ai constaté, c'était un ralentissement. J'étais en train de converser avec un ami et c'est vrai que nos messages arrivaient un petit peu plus lentement, mais j'ai rien noté d'autre comme problème.
problème. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent, comme on dit. Seb, bon, une panne, certes, mais youpi, on a une super nouvelle fonctionnalité. Ah, c'est de la balle, hein. Ah, c'est terrible. Vas-y, crache le morceau. On va pouvoir avoir des images de profil animées. Oh mon Dieu. Ouais, oh my God. Et voilà. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai décidé. Alors ça vient pas tout seul, il n'y a pas que ça, mais ici tu vas pouvoir avoir des images de quelques secondes animées, et si ça ne te plaît pas, tu pourras revenir en arrière pour ajouter une nouvelle dimension à ton profil. La dimension temporelle. Non, alors sérieusement, en même temps, ils rajoutent d'autres trucs qui sont le fait de pouvoir choisir les photos que tu vas pouvoir mettre en avant, qui sont affichées sur la gauche, pouvoir mettre quelques trucs en évidence sur ton profil. Ouais. En fait, quand tu commences à regarder et réfléchir un peu de recul, prendre un peu de recul sur ce qu'ils sont en train de faire, j'ai un petit peu, un arrière-goût de tiens, ma page est en train de devenir un petit truc comme MySpace il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, oui, je sais pas pourquoi, mais voilà. Il y a un petit truc, bizarre. Non, un petit parfum de picololisation. On va dire ça comme ça. Le terme était un peu tombé en désuétude, mais kikololisation, je crois que ça va bien. Effectivement. Il manque plus que tu puisses changer les couleurs et mettre un gros fond avec un chat ou un truc comme ça. Ouais, par exemple. Bon. Ouais. Bon, bah écoute, ça me fait peur, moi, mais bon, soit. Foursquare va sauver des chatons, c'est quoi cette histoire? Oui, justement, je t'avais dit qu'un fond d'écran avec les petits chats, j'essayais de t'aider pour... Oui, tu me tendais une perche pour parler des chatons. Fatigué, Marc. Donc, alors, effectivement, des petits chats. Des petits chats à l'écran. Je suis sûr qu'avec ça, nous allons péter les audiences. S'il vous plaît, sauvez les petits chats. Écoutez notre podcast. Ouais. Car pour chaque auditeur en plus, on ne mangera pas un petit chat qui était dans ce petit bol. Moi, j'ai choisi. Il n'y a pas grand-chose à manger. Voilà. Et donc, Foursquare a décidé de faire une donation pour une association, Cat Rescue, je sais pas quoi, un truc américain, pour chaque check-in que tu vas faire sur Swarm. Donc, je pense qu'ils sont un peu désespérés pour le moment, Foursquare, parce qu'on a tous désinstallé Foursquare ou qu'ils n'ont plus suffisamment d'utilisateurs actifs. Bon, ils estiment qu'ils en ont toujours 60 millions d'actifs, 60 millions d'enregistrés, 50 millions d'actifs. Ouais. Ça me paraît beaucoup parce que tous ceux que je connaissais qui ont utilisé Foursquare n'y ont plus non, ils nous ont envoyé utiliser Swarm, qui est une dope sans nom et qui ne parle que de restaurants par contre. Et donc, du coup, ils ont tué leur produit. Quoi. Et donc ici, ils essayent de relancer le truc et de faire un peu de drôle, à sauver les petits chats. Alors c'est jusqu'au 15 octobre. Et pour ceux qui... mais ils disent pas par chaque check-in combien ils vont donner, donc ça reste un peu opaque aussi. Ouais. Et pour ceux qui s'amusent vraiment encore avec Swarm et Foursquare, il y en a certainement qui nous écoutent, tu peux avoir le badge Grumpy Cat si tu as fait je ne sais plus combien de... Mon Dieu. Oui, c'est ça, mon Dieu. Enfin, je sais pas si tu vas avoir quelque chose là-dedans, mais... J'espère que non pour lui. J'espère aussi. On termine ce S comme social avec YouTube qui s'annonce sans pub pour la fin octobre. C'est vrai qu'il y a différents courriers qui circulent chez les éditeurs de contenu. Moi, je l'ai pas encore reçu, mais avec des demandes un petit peu particulières. Tu peux nous brosser le truc, mais rapidement. Voilà, c'est ça, mais t'as presque tout dit, donc parce qu'on ne sait pas les dates, on ne sait pas combien, mais on s'attend à ce que ce soit pour la fin octobre, parce qu'il y a des courriers qui arrivent vers les éditeurs en disant vous devez accepter les nouveaux termes payants jusqu'avant le 22 octobre, parce qu'à partir du 22 octobre, si c'est pas fait, vos vidéos ne seront plus visibles. Ouais. En tout cas, donc ça c'est pour les États-Unis. On ne sait pas encore ce qu'il en est pour le reste du monde ni pour l'Europe, mais ça débarque très vite. Oui, on ne sait pas non plus si ça correspond aussi à cette nouvelle idée qu'ils ont eue il y a quelques mois, il y a 6 mois je crois maintenant, de proposer aux utilisateurs de YouTube qui, moyennant paiement, n'ont pas de publicité. Vous vous rappelez de cette histoire, hein? C'est-à-dire que si je payais une petite somme à YouTube, je peux visiter YouTube et j'ai plus de publicité sous le nez. Et donc, d'ainsi aussi rétribuer les éditeurs de contenu, etc. Donc, si c'est ce chapitre-là, ça devrait être intéressant, mais ça oblige aussi tous les éditeurs de contenu, comme nous, par exemple, à passer au mode payant, avec plein de restrictions un petit peu fastidieuses, on va dire, en ce qui concerne les droits d'auteur, que nous respectons évidemment, mais
auxquels on est soumis de manière un peu plus restrictive même sur un simple visuel par exemple. Si je fais ça et que ce logo est déposé, on peut avoir des petits soucis avec la vidéo une fois qu'elle est mise en ligne. Juste comme ça pour l'exemple. Voilà, donc c'est à suivre évidemment, on vous tiendra forcément informé puisque je vous rappelle qu'un gros 5e de vous, les auditeurs, vous passez par ce canal YouTube. Il y en a beaucoup qui écoutent la version audio via iTunes ou d'autres plateformes, mais un auditeur sur 5 nous regarde, donc c'est très important pour nous aussi de vous satisfaire à ce niveau-là. On termine ce numéro un peu longuet, le 48, c'est ça, avec la lettre W comme what the fuck, Sébastien. Ouais. Alors c'est la réponse de Tesla à Volkswagen cette semaine. Oui. Le lancement du modèle X. Qu'on attendait depuis longtemps, alors qu'il coûtera plus de 100 000 boules, donc n'essayez même pas, ça va coûter trop cher pour nous. Par contre, ce modèle X a été annoncé avec un filtre anti-armes biologiques, donc vous pourrez rouler en modèle X, même si on est en train, je ne sais pas, de lancer de l'anthrax en rue, tu peux rouler. Des poignées d'anthrax. Si jamais on vous jette des poignées d'anthrax à la figure. Moi, il y a un truc bizarre, on a une photo de la voiture en question, qui a à la fois des portières papillons, donc qui s'ouvrent vers le haut, et à la fois des portières normales. Je voudrais qu'on m'explique cette photo. Moi, il y a quelque chose de pas logique. Non, c'est effectivement la configuration de la voiture. Ils ont décidé que cette bagnole serait faite avec les portières arrière en portières papillon, ce qui au passage t'oblige à avoir un garage où tu as au moins 2,40 m de plafond sous garage. Par contre, ils ont trouvé une astuce, tu peux avoir des voitures sur les côtés, ça par contre, tu ne risques pas de balayer les voitures voisines, entre guillemets. Non, effectivement, mais 2,40 m sous plafond dans un garage, c'est déjà pas mal. C'est déjà un haut plafond, quoi. Je veux dire, c'est une cathédrale, en gros. Pour un garage, oui, c'est une cathédrale. Et effectivement, la bagnole commence à 112 000 €, quoi, un truc du style. Voilà, alors en ce moment-là, on a moyen de se payer des garages. Payer des iPhones. Et des iPhones et des machins, et voilà quoi. C'était quand même un sacré beau pied de nez quelques jours après le scandale de Volkswagen. Effectivement. Ok, je pense qu'on a fait le tour de notre actualité technologique comme on a l'habitude de le dire. Prochain rendez-vous bien entendu avec du hors-série très très vite, et puis un nouveau numéro, un nouvel épisode dès la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. Merci à tous les deux, Sébastien et Marc, et à très bientôt. Au revoir.